Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter un sujet que j'aborde avec Caroline Michel, qui est une doula qui se spécialise dans l'accompagnement d'AVAC. Ça faisait un petit bout que, d'une part, je voulais aborder ce sujet-là et que ça m'était également demandé sur mes réseaux sociaux. Et donc, très heureuse de vous présenter ce sujet-là. Épisode clé si tu te questionnes le moindrement sur la possibilité d'un projet d'AVAC, donc accouchement vaginal après césarienne, si tu te demandes si c'est sécuritaire ou si tu corresponds aux critères, on explore vraiment beaucoup de sujets. Caroline a été hyper généreuse en information. On fait le tour, en fait, des fameux risques associés à l'AVAC. On explore les peurs que les femmes ressentent le plus souvent quand elles envisagent un projet d'AVAC. On déconstruit aussi les mythes associés à ça. On fait le tour des facteurs favorables pour compléter un AVAC. On regarde les lieux possibles aussi. Est-ce que le fait de tenter un AVAC t'emmène obligatoirement à enfanter à l'hôpital ou il y a possibilité d'être quand même avec sage-femme? Et finalement, un dernier point qu'on aborde que je juge tellement important et trop peu abordé, c'est l'aspect de la cicatrice émotionnelle. Donc, que ce soit en lien avec une césarienne précédente ou si ton AVAC se termine en une autre césarienne. Donc, super épisode clé et essentiel. Bref, si tu te questionnes le moindrement ou si tu veux en savoir plus sur le sujet de l'AVAC. Si ça t'intéresse, tu auras tous les infos, liens possibles pour rejoindre Caroline dans le descriptif. Et également, si tu veux pousser un petit peu davantage à ce sujet, elle a un podcast complètement à elle sur la magie de l'AVAC. Et on avait également fait un épisode ensemble par rapport à l'AVAC, mais plus spécifiquement en milieu hospitalier. Donc, vous pourrez également aller écouter ça pour nous retrouver une autre fois, les deux ensemble. Sur ce, on plonge directement dans l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de me déposer avec Caroline qui se spécialise dans l'AVAC. Salut Caro. Salut, je suis contente d'être là avec toi parce que c'est mon sujet préféré. Oui, ben c'est ça. Là, on m'a demandé à plusieurs reprises de faire un épisode là-dessus, puis c'est définitivement un sujet qui était déjà sur ma liste là, d'épisodes à aborder, mais je me suis dit, c'est tellement un grand sujet, il y a tellement de choses, je pense, à justement démystifier, déconstruire, et je me suis dit, qui de mieux que Caroline pour nous expliquer ça, parce que c'est un peu ta spécialité dans l'accompagnement. Donc, est-ce Ouais. que tu peux te présenter un petit peu t'es qui et qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser en AVAC? En fait, moi, que ça a parti de mon amour de la périnatalité il y a vraiment longtemps, mais plus spécifiquement quand je suis tombée enceinte de mon premier bébé. Euh, J'avais en tête d'avoir un accouchement à l'hôpital, de prendre l'épidurale tout de suite en arrivant, tu sais, comme la plupart des personnes. Puis là, je sais pas pourquoi, mais je suis tombée sur un article d'une maison de naissance proche de chez moi. Puis là, c'est comme, ah, c'est intéressant. Puis là, ça a comme ouvert une porte. Puis cette porte s'est ouverte de plus en plus grande. Puis je me suis intéressée justement à la physiologie de l'accouchement, à un peu tout ça. Puis là, ben, c'est ça, j'ai plongé dans le monde de la périnatalité à ce moment-là. J'ai donné naissance à mon premier bébé avec un suivi sage-femme. Puis là, de fil en aiguille, c'était comme exponentiel mon affaire. J'ai pas eu l'accouchement que je souhaitais. J'ai vécu beaucoup de deuil par rapport à cet accouchement-là, mais ça m'a apporté à mon petit deuxième à encore plus me préparer. Et malheureusement, j'ai terminé en césarienne d'urgence après 32 heures de travail, mais une vraie de vraie césarienne d'urgence où on court pour aller au bloc, là. Donc, j'ai encore là eu un autre deuil à faire par rapport à cette naissance-là. Puis, il y a une petite troisième qui s'est pointée le bout du nez. Puis là, ben, j'ai décidé que je voulais un AVAC. Puis, j'ai eu un suivi sage-femme. J'ai complété mon AVAC à domicile. Puis, quelques jours post-natal, j'avais mon bébé dans les bras. Puis, j'étais doula. Ça faisait pas très longtemps, là. Ça faisait
un an, un petit peu moins d'un an que j'étais doula. J'avais accompagné quelques naissances, dont un AVA 2C là, qui m'avait vraiment marqué. Ça a été mon premier accompagnement officiel, là. J'ai accompagné une de mes bonnes amies pour son AVA 2C. Wow. Mais tout ça pour dire que je suis chez moi, puis là, je me dis, aïe, aïe, OK, moi, je viens de compléter mon AVAC. Je l'ai faite dans toute la confiance du monde. J'ai jamais douté. J'ai été entourée. J'étais tellement bien préparée. Toutes les connaissances que j'avais acquises sur l'AVAC, je me suis dit, il faut que je transmette ça aux femmes. Il faut que je redonne au suivant. Puis là, c'est là que, dans le fond, j'ai décidé que je voulais me spécialiser dans l'accompagnement à l'AVAC. Parce que je suis pas une spécialiste de l'AVAC, là. Il y a des médecins pour ça. Moi, je suis plus vraiment... Je me spécialise dans l'accompagnement à l'AVAC. J'accompagne les parents dans le processus de la grossesse, de l'AVAC en tant que telle, mais aussi de la césarienne plus humaine, si jamais c'est le cas. Donc, tout ce processus-là, tout le- l'expérience de la vague, autant la Mhm. grossesse que l'accouchement en tant que tel, l'enfantement. Euh, c'est ça. J'ai eu vraiment envie de transmettre. Puis là, ben, j'ai créé ma préparation virtuelle à la vague qui est plus ou moins d'actualité aujourd'hui parce que j'ai fait cette préparation virtuelle à la vague, puis je me suis rendu compte que oui, c'était une belle plateforme, c'était extraordinaire. Je me transmettais ce que j'avais envie de transmettre, sauf que j'avais pas cette connexion-là avec les parents que j'aime Mm. tant. Puis je me suis rendu compte aussi que tu sais, chaque histoire est différente et tout ça. Puis maintenant, j'ai transformé ça un peu plus en cours, en virtuel avec les parents où on se parle en direct. Des fois, il y en a qui écoutent en replay, mais ça me permet quand même de connecter avec eux par courriel, par Ouais. message. Tu sais, il y a vraiment un lien qui se crée, tout ça, tu sais. Puis après ça, ils viennent me parler, me raconter comment ça s'est Mhm. passé. Donc, je trouve ça vraiment le fun, en tout cas. Fait que tout ça pour dire que je suis maman de 3 enfants, je suis doula depuis 5 ans. Puis, ben, c'est ça, depuis la naissance de ma fille, là, ma fille, elle a 4 ans. Je me spécialise dans l'accompagnement à la vague. J'ai une grande mission, un beau chemin à marcher où j'ai envie de transmettre de l'information, des statistiques, de parler des émotions aussi qui viennent avec la césarienne, qui viennent Ouais. avec la vague. En tout cas, c'est vraiment mon cheval de bataille parce que c'est un sujet qui est très peu abordé dans la société en général. Puis quand Mm. on en parle beaucoup négativement. Et donc, vous allez voir, on va sûrement en parler là, plus en profondeur, moi et Emilie ensemble, mais c'est comme ma mission, là, c'est de transmettre sur la vague puis la césarienne plus humaine. Ben oui, puis, tu sais, avant même de commencer, tu sais, c'est quoi un AVAC? Exactement. Parce que là, depuis tantôt, on parle AVAC, AVA2C, tout ça. Mais ce langage-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Ouais, c'est accouchement vaginal après césarienne. Donc, quand on a eu une césarienne, on a deux choix possibles, soit d'avoir une autre césarienne planifiée ou d'avoir un accouchement vaginal après césarienne. Donc, c'est ça, un AVAC. Puis, tantôt, j'ai dit AVA2C, donc on dit un accouchement vaginal après 2 césariennes. Donc, voilà. Mhm. Puis Et y a-tu des facteurs, mettons, à genre cocher pour possiblement tenter un AVAC? Est-ce que dans certaines situations, c'est sûr que c'est une autre césarienne? Comme, qu'est-ce qui pourrait différencier ou faciliter l'AVAC versus on replanifie une césarienne? ouais, la SOGC dit qu'il y a plus de 80% des femmes qui ont eu une césarienne qui sont des bonnes candidates à la VAC. Donc, c'est quand même un très gros pourcentage, là. C'est 8 femmes sur 10. Après ça, il y a très, très peu de contre-indications absolues à la VAC. Il y a, dans le fond, si on a eu une césarienne avec une cicatrice à la verticale, ouais, c'est ça. Ouais, de haut en Euh, bas de et haut non en de bas, gauche à droite. Ouais, OK. exactement. Après ça, ben, tu sais, la façon dont ça a été recousu, ça peut impacter aussi, mais dans le fond, les choses qui vont être contre-indiquées, c'est vraiment en lien avec l'augmentation vraiment exponentielle du risque de rupture utérine, là. C'est pour ça, en fait, que ben, quand on a eu une cicatrice à la verticale, là, tu sais, qu'on a ouvert en T ou des trucs comme ça,
ben là, on va dire qu'on ne peut pas tenter la vague parce qu'il y a trop de risques de rupture utérine en lien avec cette façon de réparer l'utérus, Mhm. d'ouvrir l'utérus puis ensuite de la réparer. Même chose pour certaines femmes qui ont eu des chirurgies à l'utérus autres là, qu'une césarienne ou des trucs comme ça, ben là, ça pourrait augmenter les risques de rupture utérine parce que là, on a une cicatrice de césarienne plus peut-être une autre cicatrice à l'utérus qui pourrait venir impacter. De toute façon, ce qui est conseillé, c'est de rencontrer un gynécologue autour de 34-36 semaines où on va venir justement voir est-ce qu'il y a des contre-indications à la vague absolue ou justement, est-ce qu'il y a des facteurs favorables, défavorables. Puis là, on va venir vous expliquer un peu justement si vous êtes une bonne candidate à la vague et pourquoi. Donc, En lien avec est-ce qu'ils regardent comme vraiment la cicatrice? C'est vraiment, ce que j'en comprends, c'est que c'est la principale contre-indication. ouais, exactement. C'est la presse. En fait, c'est une des seules contre-indications absolues à la vague. C'est vraiment en lien avec les cicatrices de césarienne. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même très, très rare, là. La majorité des césariennes, c'est des transverses basses, là. Donc, c'est vraiment comme on va venir ouvrir le bas du ventre, là, tu sais, au niveau du bikini, là. Mhm. Euh, puis après ça, tu sais, il y a toujours des variantes à ça, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est toutes des choses que vous pouvez demander à votre médecin aussi, qui peuvent vérifier dans votre dossier, justement, euh, comment ça s'est passé, est-ce que ça a été recousu en un plan, deux plans. Euh, puis après ça, c'est ça. Ils vont évaluer là, si c'est sécuritaire ou non en lien avec ça. Hmm. Puis, j'entendais aussi, tu pourras valider ou invalider, mais le fameux 18 mois entre, Ouais. c'est-tu OK. valide ça ou plus ou moins, ou on se positionne pas Ben, là-dessus, ou tell me more après le 18 mois. En fait, c'est que la recommandation de la SOGC, c'est, en fait, de pas mal toutes les organisations de santé, c'est qu'il y ait un 18 mois entre la césarienne et la naissance suivante. OK. Euh, c'est pas une contre-indication absolue, tout dépendamment du médecin, tout dépendamment du contexte de la grossesse, tout dépendamment de plein de facteurs. Moi, j'ai une maman que je connais qui a complété son AVAC à 12 mois d'écart entre la naissance de son bébé par césarienne et, dans le fond, son AVAC. La médecin était super à l'aise avec ça. Ça a été discuté avant, tout ça. Je connais des mamans qui ont fait à 16 mois, 17 mois. Mhm. C'est sûr que quand on regarde les statistiques puis qu'on regarde à 18 mois ou plus, mais on voit que ça réduit le risque de rupture utérine puis que c'est plus sécuritaire. Mais après ça, une fois qu'on comprend les risques liés avec le fait de peut-être accoucher à 15 mois versus 18 mois ou Mhm. tout dépendamment c'est quoi votre propre situation, puis que l'équipe médicale est à l'aise avec ça, puis que vous comprenez, ben après ça, la décision vous revient. Ouais. J'aime ce que tu nommes. La décision vous revient. On va souligner ça en gras. Puis j'ai envie de faire une parenthèse là-dessus par rapport, tu sais, à la vie médicale, parce que des fois, les femmes, mettons exemple, selon la région où tu habites, t'es comme par définitive attitré à un hôpital. Fait que là, tu te réfères à cet hôpital-là, mais tu peux magasiner ton hôpital. Euh, Tu peux aller demander à différents gynécos si celui de ton hôpital attitré ne te convient pas ou si tu sens qu'ils sont moins ouverts à ton projet d'AVAC. Euh, il y a la possibilité là, d'aller chercher différents avis pour trouver vraiment le milieu hospitalier qui est ouvert à ces projets-là, parce qu'il y en a des hôpitaux qui sont plus rigides, plus froids, moins ouverts à ça. Fait que je voulais rappeler cette petite nuance-là. Mais puis me semble que tu en as une stat sur les ruptures utérines en général. Tu sais, on parle de risque, mais il me semble que c'est très, très minime. Ouais. Avant d'embarquer sur les risques de rupture utérine, je voulais vous dire que, en fait, je viens juste de finir ma formation aux États-Unis là, avec VBAC Link pour être Hmm. certifiée VBAC Doula Advance ou whatever. Là. Puis, justement, tu sais, je suis tellement d'accord avec eux, mais eux, ils disent
mille fois dans la formation que l'affaire la plus importante quand on se prépare à vivre un AVAC, c'est de trouver un provider, un médecin ou une Ouais, un sage-femme ou professionnel. un professionnel de la santé qui va être supporteur, qui va t'accompagner dans ton AVAC, qui va être pro-AVAC. Ça change tout, OK? Ça fait 4 ans que j'accompagne mes AVACs, puis honnêtement, ce qui va faire la différence entre le fait que quasiment, genre, tu vas compléter ton AVAC ou pas, c'est le professionnel de la santé avec lequel tu vas travailler. Parce que c'est eux qui vont avoir le plus gros impact sur ton accouchement, mais aussi, tu sais, la fin de grossesse, sur toutes les décisions qui vont être prises. Mhm. Puis, je reçois beaucoup de femmes qui ont fait des AVAC dans mon podcast, puis souvent, c'est l'affaire qu'ils ont trouvé le plus dur, c'est pas la vague en tant que telle, c'est pas c'est de se battre avec les professionnels de la santé qui les suivent. Puis ça devrait pas, là. J'en connais plein de médecins extraordinaires qui sont très pro-AVAC, qui vont encourager leurs patientes, qui vont être, tu sais, même moi, là, je veux dire, j'ai eu un suivi sage-femme extraordinaire avec ma sage-femme qui m'a, oui, nommé les risques, mais qui, après ça, une fois que les risques ont été nommés, m'a accompagnée là-dedans, qui était là pour m'encourager, croire en mon projet. Donc, ça devrait être comme ça pour tout le monde, là, tu sais. Puis, en même temps, d'un autre côté, chaque professionnel de la santé vient avec son bagage, ses valeurs, son histoire, puis tu as le droit comme médecin de pas triper sur les AVAC, mais comme tu as le droit comme patiente de dire que tu veux pas être accompagnée par cette personne-là, puis tu as le droit de choisir quelqu'un d'autre. Fait que si vous voyez que c'est pas un bon match ou que vous voyez que le médecin ou la sage-femme ou peu importe, vous soutient pas dans votre projet, ben changez. Mais oui. Puis tu sais, là, tu nommes un bon point, tu parles de sage-femme parce que oui, c'est pas parce qu'on a eu une césarienne qu'on a pu, comme le droit, entre guillemets, d'avoir un suivi sage-femme. Tu sais, c'est une denrée rare, mais on a la possibilité de faire la demande puis de faire une tentative de vac avec sage-femme. Puis tu sais, si j'y vais sur un point de vue très personnel, ben pas personnel, mais très subjectif, selon moi, c'est d'autant plus. Puis tu sais, tu me corrigeras, mais un AVAC, il faut d'autant plus protéger là, toute la physiologie, puis tout ça. Puis tu sais, selon moi, avec Sage-Femme, on met des facteurs de protection, tu sais, de notre côté. Si, puis si on prend le temps de magasiner notre professionnel de la santé, advenant qu'on est moins dans une optique sage-femme, advenant que ça nous sécurise d'emblée d'être à l'hôpital, ben au moins prendre le temps, comme tu dis, de trouver l'équipe médicale qui va être capable de nous supporter, puis d'y croire, puis qui nous mettra pas des bâtons dans les roues, ou qui seront pas dans une rigidité de protocole qui peuvent grandement nuire, tu sais, à ce souhait d'AVAC-là. Oui, tellement. Puis même pendant l'accouchement, là, hier, j'ai enregistré un épisode de podcast où l'infirmière était vraiment décourageante avec la maman, puis qu'elle arrêtait pas de dire comme tu vas finir par aller en césarienne, puis ci, puis ça. Puis il y a eu un changement de chiffre, puis l'autre infirmière était comme Let's go, tu vas le faire ton AVAC, là, puis je vais être là, puis tout. Puis cette maman-là, elle a complété son AVAC, là, tu Hmm, sais, puis comme à quel point ça a un impact sur ton mindset, puis comme comment tu te sens, puis ouais. Fait totalement. que, est-ce qu'on retourne à la rupture utérine Oui, si ça te tente? ben c'est oui, mais c'était une parfaite parenthèse. Mais oui, maintenant, vu qu'on parlait justement du principal risque, rupture utérine, moi j'aime bien quand on prend le temps de quantifier les fameux risques, quand on prend le temps de vraiment en parler, parce que souvent, dans le discours médical, on parle beaucoup de facteurs de risque. Ça en vient même un outil de peur, mais souvent, on n'a pas accès à OK, mais on vous me parlez de quoi là, comme risque, là? Tu sais, les fameux termes, ouais, mais là, les risques doubles. Bref, fait que moi, j'aime y aller plus dans le concret et parler de pourcentage dans ce qui est possible de quantifier. Ouais, on voit la rupture utérine là, comme une affaire hyper gros, là, une grosse montagne, là, tu sais, parce qu'on parle beaucoup, 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 beaucoup de ça quand on parle d'AVAC. En fait, dès que je parle d'AVAC, on me parle de rupture utérine. C'est comme ça vient avec. Sauf que c'est un risque qui est relativement faible. Puis, donc, je vais vous donner quelques statistiques, là. Il y a l'étude Prisma, qui est une étude là, super récente qui est sortie en 2024, où des chercheurs du CHUL à Québec
en collaboration avec plein d'hôpitaux partout au Québec, ils sont venus faire des études justement sur la vague, sur le risque de rupture utérine et tout ça. Puis, en sont sortis les chiffres de 0,2% de risque de rupture utérine ici au Québec, là, les dernières statistiques qui sont sorties. Donc, c'est quand même très rassurant pour les femmes enceintes de savoir que, bon, 0,2, c'est minime. Après ça, l'OMS parle de 0,3% à 1%. Fait que quand on parle de 0,3%, c'est vraiment sans médication. Puis quand Hmm. on parle de 1%, parce que on sait avec les études que quand on utilise de l'ocytocine de synthèse, le pitocin ou le Synto, ça double le risque de rupture utérine. Donc là, on parle de plus d'environ 1%. Mhm. Après ça, l'INSPQ, elle, dit 0,5%, là, fait que c'est pas mal une moyenne, si Ouais. on veut, de toutes les stats qui sont disponibles. La SOGC, eux, disent 0,47%. Donc, tu sais, quand on regarde ça, là, tu sais, on parle de 0,2 à 1%, tout dépendamment du contexte et tout ça. Euh, mais pour moi, c'est très rassurant. Puis, une statistique que j'aime beaucoup en lien avec la rupture utérine, c'est que souvent, quand on pense à rupture utérine, on pense tout de suite à l'utérus qui éclate complètement, là, tu sais, puis que le bébé il est hors de l'utérus, puis que c'est très, très grave, là. Mais il y a seulement 5% des ruptures utérines qui vont avoir un issue grave pour maman et bébé. Hmm. Donc, Fait que 5% du moins de 1%. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme, mettons qu'on est conservateur, là, fait que 5% de 0,5%, là, Ouais. c'est très, très minime comme statistique. L'INSPQ dit que actuellement on est chanceux parce que, oh my God, je m'excuse. Ouais, c'est full Euh, pas grave. Je vais prendre le temps de couper ce bout-là. Stresse pas avec ça. euh, En fait, on est super chanceux parce que on a des outils pour venir intervenir avant que ça devienne une catastrophe, là, même si ça existe, les scénarios catastrophes. Puis ce que j'aime dire aussi, c'est que peu importe la naissance, peu importe si c'est ta première césarienne, deuxième, troisième césarienne, peu importe si c'est ton premier accouchement ou si c'est un AVAC, mais il y en a des scénarios catastrophes, tu sais, puis ça fait partie de la vie, puis ça fait partie des choses qu'on ne contrôle pas. On parle de la rupture utérine comme une affaire comme extraordinaire, mais tu sais, dans un accouchement régulier, il y a des choses qui peuvent se passer, comme par exemple une dystocie d'épaule qui pourrait mener à des complications qui sont Oui, c'est ça. graves, là, tu Dans sais. tout type d'enfantement, il y a des risques. Il y a des risques à tout. Il y a des risques quand on mange, on peut s'étouffer. Il y a des risques quand on prend l'auto, on peut avoir un accident. Tu sais, on vit avec une gestion du risque en général. Exactement. Puis, c'est ça, c'est beaucoup, beaucoup mis de l'avant. C'est pour ça que, tu sais, sans banaliser ce risque-là ou sans dire comme on se ferme les yeux puis ça n'existe pas, je pense que c'est important d'en être informé. Mais après ça, une fois que les femmes sont informées puis qu'ils connaissent ces risques-là, ben, on peut juste les soutenir puis les accompagner là-dedans. Tu sais, c'est comme, Mhm. on n'a pas besoin de se faire dire à chaque rendez-vous, ben là, tu as un risque de rupture utérine, tu sais. Ouais. Vraiment. Puis, tu sais, ça me fait penser à mon épisode 35, tu sais, sur les fameux risques, là, à quel point le discours médical est centré sur ça, mais quand on prend le temps de vraiment se pencher sur, OK, mais on me parle de quoi comme risque, on me parle de quel pourcentage, ben, on parle tout le temps de genre du 1, 5, 8%. Quand on met l'autre lunette, puis qu'on se dit, OK, il y a, comme par exemple, euh, là, on parlait de 1% de risque utérine, mettons, là, on le met au max. Mais quand on vire la lunette, puis on se dit, OK, mais j'ai quand même 99% de chances que ça aille bien puis qu'il n'y ait pas de rupture, tu sais. Fait que des fois, au moins, de voir ce penchant positif-là, parce que c'est ça, malheureusement, dans la surmédicalisation auquel on fait face, on met l'accent sur la portion de risque, puis on perd la confiance sur toute la pourcent de chance que ça puisse bien Que aller. ça se passe bien, ouais, c'est Ouais. ça qui est dommage. Puis mettons, au niveau risque, on est plus dans la rupture utérine, mais de façon générale, ça serait quoi les peurs les plus fréquentes, mettons, de futures mamans qui tenteraient la vague? Qu'est-ce qui te revient le plus dans tes accompagnements?
Est-ce que c'est de façon générale la rupture utérine aussi? Ben, la rupture utérine, mais mettons que je parle à des mamans qui sont bien informées par rapport à ce risque de rupture utérine-là, c'est vraiment pas ça la chose qui revient le plus souvent. En fait, je pense que c'est ce qui motive généralement les femmes à choisir la césarienne planifiée. C'est la peur de revivre une césarienne d'urgence ou une césarienne en mode catastrophe, là. Bon point. Euh, Tu sais, Tous d'avoir les vu. motifs, le côté émotionnel qui est relié à cette expérience-là. Ouais, moi, je ne veux plus jamais revivre ça. C'est la Hmm. phrase qui revient le plus souvent. Puis je les comprends parce que quand on vit ce genre de truc-là, ben après ça, on retourne à notre chambre, puis là, on nous donne notre bébé, puis c'est comme si de rien s'était passé, tu sais. C'est plutôt rare qu'on va revenir avec nous sur ce qui s'est passé. Souvent, on manque d'informations sur le pourquoi, le comment. Puis, ben, malheureusement, notre société prône la santé du bébé puis de la maman physique, mais s'en fout un peu de comment toi tu te sens. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu ça pour moi, mais pour plein d'autres mamans qui ont eu des césariennes, ben, tu sais, tu devrais être contente, ton bébé puis toi, vous êtes en vie, tu sais. Mhm. Ouais, mais tu sais, on peut savoir un peu plus que juste que le bébé soit en vie, tu sais. Puis on a le Tellement. droit aussi d'avoir des émotions face à ça. Puis il y a énormément de femmes qui ont des traumas, même des chocs post-traumatiques en lien avec leur césarienne. Puis on est peu ou pas soutenu là-dedans. C'est comme la... Ah, comment va ta cicatrice? Hmm. Mal ça, là, hein? Puis même Ouais. à là, tu sais. Puis après ça, ben, il y a comme tout l'aspect de Oh my God, mon corps, il n'a pas fonctionné. Puis là, en tout cas, fait que, tu sais, ça vient avec son lot d'émotions. Puis souvent, ben, le partenaire ou la partenaire va avoir aussi vécu des émotions fortes en lien avec ça. Puis, tu sais, imagine, la maman se donne pas le droit d'en parler. Fait qu'imagine le partenaire, c'est comme, Hey, moi, j'ai rien à dire là-dessus. Mais souvent, eux aussi sont complètement traumatisés. Puis là, ben, arrive une nouvelle grossesse. Eux sont comme, non, 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 impossible, tu sais, qu'on revive ça. Fait qu'eux autres aussi vont pousser pour une césarienne planifiée parce que la peur de la césarienne d'urgence ou la césarienne en mode catastrophe, c'est sûr qu'ils veulent pas revivre ça. Puis après ça, ben, tu sais, souvent, on n'est pas revenu sur la césarienne, on comprend pas trop ce qui s'est passé. Euh, Mhm. on sent que si jamais ça réarrive, on est obligé d'accepter comme tout ce qu'on avait accepté la dernière fois. Puis ils sont comme pris là-dedans. Je sais pas comme si je l'explique bien, là, mais Ouais, ouais, vraiment. c'est vraiment Vraiment. ça. C'est comme, c'est tellement gros, c'est tellement une grosse montagne qu'on se dit, bon, ben, regarde, on va pas l'adresser, puis on va juste aller vers une césarienne planifiée, comme ça, on sait à quoi s'attendre, puis ça finit là, tu sais. Oui, puis il y a des femmes aussi qui internalisent le fameux ben mon corps est pas capable. C'est ça. Mon corps a pas, il a pas réussi, fait qu'à quoi bon, tu sais, réessayer, on va juste replanifier une césarienne. Puis, tu sais, je suis pas là pour juger votre choix. En fait, j'ai même un webinaire où j'aide les parents à faire le meilleur choix pour eux, tu sais, entre un AVAC ou une Mhm. césarienne, parce que souvent, on nous demande de choisir, mais on est un peu perdu là-dedans, là, puis je vous comprends. Il y en a pour qui c'est super clair, même avant, même, tu sais, quasiment sa table d'opération, là, la prochaine fois, je veux un AVAC. Mais pour d'autres, c'est vraiment ambigu, tu sais, puis je pense qu'une fois qu'on a toute l'information nécessaire, puis qu'on comprend les deux, puis qu'on est vraiment aligné avec nos valeurs, puis ce qu'on souhaite, ben peu importe c'est quoi le choix, je pense que les deux, c'est un bon choix, tout dépendamment, c'est quoi votre bagage, tout dépendamment de vos valeurs, puis tout ça. Sauf que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont faire le choix juste par peur ou pas par conviction, mais plutôt par peur. Hmm. Ouais. Parce Puis que je c'est ça, trouve que ça met en lumière d'autant plus le besoin d'une doula, puis d'un accompagnement d'autant plus à la base, là, tu sais, chaque femme devrait avoir une doula, mais d'autant plus en processus d'AVAC pour, comme tu l'as si bien dit, tu sais, détricoter un petit peu, aller mieux comprendre peut-être ce qui s'est passé dans
l'enfantement précédent, qu'est-ce qui a emmené à une césarienne, d'aller juste, tu sais, créer un espace pour que le couple ou les deux puissent se déposer puis, tu sais, se laisser traverser parce qu'ils ont ressenti pendant la césarienne pour après ça remettre comme les bases puis Ouais, tu sais, les douleurs, on est recultiver. là pour écouter, puis tout ça. Puis quand ça va plus loin, ben moi, je réfère, tu sais, il y a des professionnels de la Ouais. santé, des psychologues, des travailleurs sociaux, des sexologues, peu importe, là, il y a plein de professionnels qui peuvent vous accompagner là-dedans, dans le processus de guérison, tu sais, puis de repartir un peu sur une page blanche, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est dommage parce qu'il y a moins de 20% des femmes qui vont décider de faire un AVAC quand il y a plus de 80% qui sont des bonnes candidates à l'AVAC. Puis moi, Hmm. je crois vraiment fortement que c'est en lien avec le manque d'information, le manque de soutien, euh, dans la manière dont on parle de l'AVAC aussi, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, là, je voulais te poser ça plus vers la fin, mais là, on en parle. Fait que d'autant plus, tantôt, on parlait de cicatrices physiques, tu sais, mais je pense que il faut tout autant prendre le temps d'adresser notre cicatrice émotionnelle. Ouais, Comme, pour moi, c'est non négociable. C'est quelque chose que je discute avec tous les parents que j'accompagne. Parce que même si c'est une césarienne planifiée, mettons, là, puis que ton bébé il est en siège, je donne souvent cet exemple-là. Souvent, les mamans sont comme ah, mais non, tu sais, c'était une belle césarienne, ça a bien été, tu sais, j'ai rien à dire. Mais quand on commence à creuser un peu plus, ben, je me rends compte que ah, mais là, mon corps, il n'a pas fonctionné, tu sais, mon bébé, il est en siège, puis là, il y a plein de petites affaires qui remontent là, parce que là, ben, la maman elle a peur que son bébé soit encore en siège parce que peut-être que Mhm. son bassin n'était pas correct. Puis, fait que Ouais. peu importe comment ça s'est passé pour vous, la césarienne, même si vous pensez que ça a bien été et que c'était une belle expérience, ça vient avec son lot de cicatrices émotionnelles, veux pas. Mhm. Euh, Puis c'est ça, c'est important de les adresser parce que sinon, ça va avoir un impact sur votre grossesse, mais aussi sur votre AVAC, puis sur tout le processus, en fait, là. Ben oui, parce que tu sais, comme tu faisais le lien avec les émotions et la peur, puis la peur, tout ce qui est cortisol, adrénaline, ça inhibe, tu sais, je l'ai répété à maintes fois, tout le cocktail hormonal, fait que ça fait partie là, de toutes les peurs qui sont importantes d'adresser avant, puis qui sont tellement valides, puis qui sont tellement légitimes, parce que c'est ça, on se fait tellement dire que c'est de notre faute. Mais tu sais, on dira jamais, ah, mais tu sais, c'est l'environnement médical dans lequel tu étais, qui ont brusqué ton corps, puis qui n'ont pas respecté ton besoin d'intimité, puis qui ont été intrusifs dans les protocoles, puis qui n'ont pas favorisé la sécrétion de ton cocktail hormonal qui a fait qu'on est allé en césarienne. On est vraiment désolé. Tu sais, c'est pas ça le discours là, qui est nommé. C'est souvent très, on responsabilise la mère ou, tu sais, bon, au niveau physique ou au niveau de son corps ou peu importe, mais puis là, après ça, on internalise ça. Fait que C'est je toujours pense, de la faute du bébé ou de la maman, mais au final, ouais. quand tu commences à décortiquer ça, ben, tu sais, ah, ton bébé, il passait pas, ton bassin il est trop petit, mais comme on t'a pas mobilisé, puis on t'a fait pousser, coucher sur le dos, les pieds dans les étriers, t'avais l'épidurale, tu sentais rien. Tu sais, fait que Hmm. comme Ouais. souvent en venant décortiquer tout ça, puis tu sais, si tu savais justement en lien avec le bébé trop gros puis le bassin trop petit ou whatever, là, il y a combien de femmes qui ont complété leur AVAC après s'être fait dire que ça passerait jamais. Hmm. Mais dès qu'on se met à se mobiliser, puis à avoir justement tu sais, de la mobilité Ouais. au niveau du bassin, puis juste comme travailler autrement, ben là, on se rend compte que finalement, Hey, mon ça bassin, il y a de la passe. mobilité là-dedans. Ben oui, puis moi, automatiquement, je pense au fameux déclenchement, tu sais, des mamans qui sont juste parce que, bon, ben, ils ont dépassé 40 semaines, puis on fait un déclenchement, puis, ben, finalement, tu sais, il n'y avait aucun signe de travail mis en place. Fait que là, on déclenche sur un col qui est pas, qui, tu sais, qui a aucun signe favorable au déclenchement, puis tout ça. Euh, la fameuse cascade d'intervention. Un peu tout ça. Mhm. Moi qui m'est venu là, en tête, mais effectivement, pour le gros bébé aussi. Il y a tellement de choses comme ça, tu sais. Moi, je dis toujours que les césariennes, c'est toujours contextuel, tu sais, puis quand on vient gratter tout ça, puis qu'on comprend le contexte, ben après ça, on peut travailler avec ça, tu sais, puis juste le fait de comprendre, ça nous aide tellement dans notre processus de guérison, tu sais.
Hmm. Justement, tu sais, là, vu qu'on parle de plus l'accompagnement avant de revenir dans les facteurs de risque, de protection, puis tout ça, mais selon toi, tu sais, avec les accompagnements que tu as faits, là, comment une femme peut retrouver confiance en elle quand on lui a dit, oui, mais c'est ton corps qui n'a pas fonctionné, c'est tes hanches qui sont trop petites, ou peu importe, là. Peu importe le discours, y a-tu un petit truc que tu aimes donner ou selon toi, qu'est-ce qui est vraiment une clé essentielle pour que la maman puisse retrouver confiance en son corps pour, tu sais, favoriser sa confiance en son idée d'AVAC? Ben, justement, de comprendre sa césarienne, je Ouais. pense que c'est déjà comme une bonne partie du chemin de fait. Euh, Tu sais, on va continuer avec le gros bébé, là. Mon amie que j'ai accompagnée pour son AVA2C, elle s'était fait dire ça justement, là, tu sais, qu'il n'y a aucun bébé qui passerait par là. Puis elle, tu sais, est allée jusqu'à 9 plus, puis tu sais, ça n'avait pas plus dilaté, puis c'était comme impossible. Puis son deuxième, elle a eu une césarienne planifiée parce que OK. Ouais. On se comprend là-dessus. Oui. Puis là, ben moi, j'arrive, puis je suis comme, ah, tu sais, c'est une possibilité, puis tout ça. Finalement, on en parle à son médecin. Elle a lu le livre de Hélène Valboncoeur, Un avant une césarienne, puis tout ça. Puis là, je lui ai montré justement la mobilité du bassin, tu sais. Fait que je suis allée lui montrer comme concrètement qu'est-ce qui se passe dans son bassin quand on ouvre les jambes, quand on ferme les jambes, tu sais, au niveau de l'espace avec le sacrum qui vient tout s'ouvrir, puis tout ça. Et ses yeux sont devenus si grands, là, puis elle était comme, OK, là, j'ai tout compris, tu sais, puis là, comme, aïe, aïe, OK, moi, ils m'ont pas fait bouger, j'étais pris sur le dos, puis tout, puis là, il y avait comme quelque chose qui se passait, tu sais, puis souvent, j'ai discuté avec les parents de différents sujets, puis là, il y a comme plein de lumières qui s'allument, puis euh, Hmm. je viens construire la confiance petit peu par petit peu, puis je vois qu'il y a comme quelque chose qui opère, puis au final, ben, je pense que c'est de comprendre la physiologie de l'accouchement, de s'informer, tu sais, d'être bien informé, là, c'est incroyable à quel point ça vient nous booster en confiance, puis tu sais, pour l'accouchement en tant que tel, ça sert pas à grand-chose parce que notre néocortex, on veut le mettre à off, mais quand on les a, ces connaissances-là sont quand même là au fond de nous, puis après ça, on peut naviguer là-dedans. Puis on a aussi des gens autour de nous qui sont là Mhm. pour nous accompagner là-dedans. Fait que Mais je pense même que ces connaissances-là nous permettent de mettre à off notre néocortex. tellement, c'est ça, tu sais. Puis ouais, la connaissance, l'information, ça vient vraiment booster la confiance. Je pense que c'est comme les deux clés là, essentielles à se préparer à un Vraiment. AVAC en confiance. Vraiment, puis tu sais, encore, je reviens à ce petit adage-là, là, je le trouve un peu cheesy, mais c'est tellement ça. Le savoir, c'est pouvoir. Tellement. C'est Let's go. Oui, c'est ça, c'est tellement ça de quand on a, parce que moi, tu sais, ce que je déplore, c'est que on n'a pas accès à ces infos-là quand on a un suivi médical, de par pas la faute du médecin, de par la faute du système qui donne au médecin 8 minutes et quart de temps. Attends, là, ça va être pire avec la Oui, c'est nouvelle ça, loi. la nouvelle loi. Parle-moi pas là-dessus. Mais tu sais, qui ont comme 5 minutes et quart pour te voir, pour eux remplir leur grille, te peser, prendre ta pression, faire ton hauteur utérine. C'est comme, t'as pas tant le temps d'avoir des questions, tu sais. Puis c'est que là, on est plus en position, tu sais, en autorité, alors qu'à la base, le professionnel de la santé serait supposé d'émettre des recommandations, discuter des alternatives et remettre toutes les infos nécessaires à la maman pour qu'elle prenne ses décisions. Mais là, malheureusement, dans la situation où qu'on vit au niveau médical, c'est plus en autorité. Fait que c'est plus, ben voici ce qu'on va faire. Maintenant, c'est ça qu'on va faire après ça. Puis là, on va faire ci. Puis, fait qu'il n'y a plus de choix libre et éclairé. Puis je pense que quand la maman se donne le droit d'avoir accès à ces infos-là, quand que elle C'est l'actrice principale de cette oui, c'est affaire-là. ça. Je m'en allais dire se responsabiliser, mais il y a comme un côté de prise en charge de sa propre expérience d'enfantement. Puis quand on va chercher les informations, ben là, on comprend le big picture puis de tout ce qui est possible versus le chemin tracé là, des protocoles là, très rigides
qui va du point A au point B, alors qu'il y a mille et autres points auxquels on peut aller. Là, je suis partie là-dessus, je sais même plus pourquoi je disais ça, mais tout ça pour dire que même si c'est un gros bébé, ça peut passer. Fait que là, on a parlé risque, rupture utérine, tout ça. Mais là, quels facteurs, en fait, peuvent favoriser, augmenter les chances de compléter son AVAC? Bonne question. Euh, En fait, un des facteurs les plus favorables pour compléter son AVAC, c'est d'avoir déjà accouché vaginalement. Fait que c'est comme niaiseux dans un sens parce que c'est comme si ça dit ah, ton corps l'a déjà fait, t'es pas si brisé que ça, tu pourrais le refaire. Hmm. Mais tu sais, ça fait partie des facteurs favorables pour un AVAC. Après ça, d'avoir 18 mois entre les deux naissances, fait que c'est sûr que, ben, comme on a dit au début, ben, ça diminue le risque de rupture utérine, donc c'est un facteur favorable. Que le travail se déclenche par lui-même, donc éviter l'induction, tout ça. Un autre des facteurs favorables, c'est de ne pas avoir de problèmes là, de santé. Fait que, comme par exemple du diabète de grossesse, de la cholestase, euh, de, voyons, de la prééclampsie. Fait que toutes ces affaires-là, là, ben, c'est sûr que ça peut venir impacter négativement. Là. Fait que j'y vais un peu avec les facteurs favorables, défavorables en même Oh, temps oui, c'est parce que parfait. un et l'autre sont comme interreliés, veux pas. Après ça, ben, il y a tout le où on va faire notre AVAC, là. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement dans les données là, de la SOGC ou peu importe, mais euh, l'INES, qui est l'Institut national de santé, sécurité, quelque chose comme ça, Ouais. le long terme. Eux ont fait une étude pour voir justement, selon le choix du lieu de naissance, les chances qu'on complète notre AVAC. Puis, dans le fond, en milieu hospitalier, c'est autour de 75%. Euh, à la maison de naissance, c'est autour de 80%, 79%, quelque chose comme ça. Puis, à domicile, c'est 83%. Donc, le Hmm. choix du lieu de naissance peut avoir un impact sur les statistiques là, du fait de compléter ou pas son AVAC. C'est Euh, fou parce que je trouve que ces stats-là, ils parlent tellement, tu sais, dans le sens où souvent encore dans notre société, c'est le lieu le plus sécurisé et supposément l'hôpital, tu sais, le plus safe, puis tu sais, bon. Puis là, quand il y a des mamans qui ont des projets d'enfantement à domicile, tu sais, ils sont très stigmatisés, puis là, ils se font dire, ben voyons, c'est dangereux enfanter à la maison, puis là, tes stats démontrent que, qu'on tu sais, complète plus notre AVAC à domicile. Tu sais, il y a tout l'aspect physiologie, l'aspect où on sécrète vraiment. Tu sais, tu parlais du cocktail hormonal, mais c'est sûr que mhm, quand on est à domicile, le cocktail hormonal va être beaucoup plus sécrété. Tu sais, c'est vraiment très protégé, favorable, ouais. tout ça. Mais il y a aussi l'aspect, tu sais, qu'il faut regarder au niveau de la science que les sages-femmes suivent des grossesses parfaites. Fait que, tu sais, où Oui, il n'y a pas bon point. d'induction, il n'y a pas de diabète de grossesse, il n'y a pas de prééclampsie. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça vient jouer sur les statistiques, mais quand même, tu sais, au Ouais. final, pour moi, comme maman, dans mon choix, ça me rassure, tu sais. Puis en plus, dans cette étude-là, on a dit que peu importe le choix du lieu de naissance, il n'y avait pas plus de risque de rupture utérine à domicile ou en maison de naissance ou à l'hôpital. Le risque reste le même au niveau Hmm. des statistiques là, par rapport à la rupture utérine. Donc, ça, c'était quand même aussi très rassurant. Euh, Par rapport aux facteurs défavorables, là, ben, tu sais, il y a comme le dépassement de terme aussi. Donc, on sait avec les statistiques que dépasser 40 semaines, il y a moins de femmes qui vont compléter leur AVAC. Donc, Du A. ouais, c'est ça. C'est ça la question. Ouais. Parce que, bon, je parle beaucoup de ça avec mes clientes, puis aussi dans les cours prénataux là, que je donne, c'est que tout dépendamment le médecin qu'on on va avoir comme en suivi, généralement avec les sages-femmes, ça se passe pas, là, mais plus en suivi, des fois, j'ai des femmes qui vont être suivies dans la même clinique avec deux médecins différents,
Et il va y avoir deux discours complètement différents par rapport au dépassement de terme. Fait qu'il y a des médecins qui vont dire ah, il n'y a pas de problème, on peut dépasser 40 semaines, puis d'autres qui vont dire ah, on ne dépasse pas 40 semaines. Même affaire avec l'induction, là, on pourra en reparler, mais il y a des médecins qui vont dire ah, moi, j'ai pas de problème, on va t'induire ton AVAC, puis d'autres qui vont dire on n'induit pas d'AVAC, là, ça se fait pas. Euh, fait par rapport à dépasser le terme, pourquoi il y a moins de femmes qui vont compléter leur AVAC après 40 semaines? C'est ça la question que moi, je pose à mes clientes. Parce que Mhm. oui, au niveau des statistiques, c'est ça qu'on remarque, puis c'est 100% vrai. Mais le pourquoi, c'est souvent justement parce qu'on va déclencher la vague, on va intervenir. On va mettre du Après ça, stress, on va faire peur. stress, la pression. Après ça, ben, tu sais, il y a le fait que le bébé, il devient plus gros. Mais là, les médecins puis les sages-femmes, ou peu importe, ben, ils vont avoir plus peur. Puis là, fait que tout ça fait boule de neige puis fait en sorte que finalement, ben, il y a moins de femmes qui vont compléter leur AVAC dépasser 40 semaines. Puis, tu sais, on sait que l'hypermédicalisation de l'accouchement peut nuire à des accouchements de gros bébés, tu sais. Mhm. Fait que, Bon point. ouais, c'est de se questionner sur le pourquoi. Puis est-ce qu'il y a des choses ou comme des mythes que comme c'est pas vrai que c'est un facteur de risque ou tu sais, y a-tu comme des petites légendes là à démystifier Il y par en a rapport? tellement. Il y en a tellement. Des fois, je me fais dire, ah ben là, je peux pas avoir un AVAC parce que j'ai 17 mois et 30 jours, là, tu sais, comme il manque une Hmm. journée quasiment, là. Après ça, ben, tout ce qui est gros bébé, toutes ces affaires-là, là, souvent, c'est comme, ah ben là, on prédit que je vais avoir un gros bébé, fait que là, tu sais, on me dit que j'ai pas beaucoup de chance de compléter mon AVAC, fait que c'est un mythe, là. J'ai une maman qui a complété son AVAC avec un bébé de 10 points quelques livres en comme 30 minutes de A à Z, là, Hmm. tu sais, comme c'est possible. Après ça, tout ce qui est diabète, prééclampsie, tu sais, oui, c'est des facteurs défavorables, mais c'est pas des contre-indications à l'AVAC, puis c'est pas parce qu'on fait du diabète qu'on va avoir un accouchement de merde, là, tu sais. Mon dernier Mhm. accompagnement, c'est un AVAC, puis c'était même un deuxième AVAC, puis la maman, elle a été induite à 37 semaines pour un diabète, puis ça s'est super bien passé. Tout le monde a fait des bouches ouvertes là, sur ma publication sur Instagram parce que de 4 cm jusqu'à 10 cm, ben même jusqu'à la naissance de bébé, là, ça a été comme 50 minutes de A à Z, là. Wow. Ouais, fait que, tu sais, comme tout est possible, puis je pense que c'est dans la préparation, puis dans, comme, justement, bien connaître la physiologie, puis tout ça qui va vraiment impacter. Connaître nos options aussi, là. Après ça, ben, quoi d'autre comme mythe, là? Ben, tu sais, il faut absolument prendre l'épidurale si jamais on va tenter un AVAX, c'est aussi un mythe. En fait, il n'y a Hmm. aucune recommandation qui va en ce sens, là, dans aucune organisation de santé. Ouais. Moi, ce que je vois du personnel médical, tu sais, j'ai accompagné un AVAC, mais j'ai eu des retours de femmes qui ont complété ou tenté leur AVAC. Puis ce qui est le plus mis en place, c'est le monitoring en continu, tu sais, d'emblée, parce que Ouais. eux jugent que l'AVAC est un enfantement à risque. Euh, T'as-tu de l'info là-dessus? Ouais, on Le pourrait parler pourquoi? un peu des interventions possibles, tu sais, puis Ouais. en fait, pourquoi on veut monitorer en continu, surtout en milieu hospitalier? Puis, tu sais, on va dire les vraies choses, là, c'est la recommandation de la SOGC, c'est la recommandation de l'INSPQ. C'est ce qu'on devrait prioriser parce que c'est le premier facteur qui va nous guider vers une rupture utérine. Le petit cœur du bébé qui décélère, c'est comme une des premières affaires qu'on va remarquer quand il y a une rupture utérine, puis c'est pour ça qu'on veut le monitorer. Quand on a un monitoring en continu, tu sais, ça vient quand même avec son lot de désavantages, mais aussi d'avantages. Tu sais, l'avantage, c'est que on peut voir s'il y a une décélération du cœur du bébé, si c'est expliqué, par exemple, par une contraction qui est très forte ou tu sais, on peut venir faire la corrélation, puis on peut voir est-ce que c'est pendant la contraction, après la contraction. Tu sais,
je ne suis pas médecin ni infirmière, là, mais je sais qu'il y a certaines décélérations du cœur du bébé qui sont normales, entre Mhm. guillemets. Puis, ben, les professionnels de la santé sont outillés à faire la différence entre est-ce que c'est quelque chose qui est normal ou on doit s'inquiéter, puis peut-être faudrait aller en césarienne parce qu'on soupçonne une rupture utérine. Fait que ça, c'est comme l'avantage de cette affaire-là. Mais mettons, quand tu dis on soupçonne une rupture utérine, c'est parce que, mettons là, qu'on est en physio, il n'y a pas de péridurale, la mère est pleinement dans ses sensations, ça se ressent, une rupture utérine? Ben, en fait, souvent les femmes vont sentir une douleur à la cicatrice avant même qu'il se passe quoi que ce soit au niveau du cœur du bébé. Mais il y a 8 femmes sur 10 qui accouchent en milieu hospitalier qui prennent l'épidurale. Mhm. Donc, on sent Mais plus sinon, vraiment une notre femme. cicatrice à ce moment-là. Puis, Mhm. tu sais, Non, non, c'est quand tu ça. Au dis moment qu'on de la est. péridurale, le Mais monitoring en continu. Mais une femme pourrait dire, mettons, tant que je suis dans mes sensations et que je ressens mon corps, elle pourrait ne pas accepter le monitoring en continu, mettons. Puis, ouais, OK, ben, si on tombe en péridurale, là, vu que je ne ressens plus mon corps, ma cicatrice, bref, je te laisse aller, excuse, je t'ai coupé la parole. non, c'est bien correct. C'est vraiment bon ton point. En fait, quand on accouche avec les sages-femmes, ben, il n'y a pas de monitoring en continu, tu sais. Donc, eux n'ont pas nécessairement. Je sais qu'il y a certaines maisons de naissance qui ont à disposition là, un moniteur pour faire du monitoring, mais la façon dont fonctionnent les sages-femmes, généralement, ça va être d'écouter le cœur de façon intermittente à chaque 15 minutes. Donc, on rapproche vraiment beaucoup les écoutes du cœur pour justement s'assurer que bébé va bien. Puis on va écouter sur une minute après une contraction pour être sûr que le petit bébé est correct et tout ça. Puis dès qu'il y a des décélérations, à moins que ce soit expliqué par la maman est en train de pousser puis le bébé il est en train Ouais. de naître, là, on s'entend. Les sages-femmes ont un jugement clinique qui est extraordinaire, puis ils sont formés pour accompagner des AVAC et tout ça. Mais c'est ça, on va faire une façon différente. Puis, tu sais, je voulais juste continuer par rapport au monitoring, là. Ouais. Euh, je vais essayer d'y aller rapidement, mais il y a aussi son lot de désavantages, tu sais, parce que des fois, on va capter le cœur de la maman, souvent, ça se déplace, souvent, on a de la difficulté à écouter le cœur du bébé, la machine sonne constamment. Après ça, ben, tu sais, tout dépendamment le lieu de naissance, mais il y a des endroits où c'est le fun, on peut avoir un moniteur Wi-Fi, tu sais, puis là, on peut aller dans le bain, on peut se mobiliser, on peut vivre notre vie relativement normalement. Mais il y a d'autres endroits où il n'y en a pas. Puis là, ben, ça veut dire qu'on est vraiment moins mobile, on est pris à côté de la machine. Fait après ça, tu sais, moi, je ne suis pas là pour vous dire de refuser le monitoring en continu ou de faire quoi que ce soit, mais c'est une possibilité. Tu sais, j'ai des clientes qui vont dire Mhm. Hey, moi, Caro, là, la dernière fois que j'ai accouché, là, j'ai eu le moniteur en continu, puis ça m'a juste dérangé tout le long. Ça n'arrêtait pas de sonner, je ne pouvais pas bouger, j'ai haï ça pour mourir. Cette Ouais. fois-ci, je fais un AVAC, puis je préfère qu'on l'écoute en intermittent pendant une minute, qu'on l'écoute vraiment bien pendant une minute, puis qu'on soit sûr qu'on capte le cœur de mon bébé, puis pas le mien. Euh, Puis moi, je préfère ça, tu sais. Puis si jamais on voit que mon bébé va moins bien, ben on transfère au monitoring en Ouais. continu. Donc, tu sais, c'est une possibilité, mais tu sais, je vous le dis, si jamais c'est ce que vous souhaitez, on va vous attendre avec une brique puis un fanal, là. Ouais, oui, il faut se retrousser les manches, là. Euh, Moi, ce qui me fait puis un peu grincer des je dents avec. comprends le point de vue des professionnels de la santé parce que c'est une façon pour eux de protéger la maman puis le bébé, mais aussi pour se protéger eux-mêmes, tu sais, dans le sens Mhm. où c'est quelque chose qui est, en plus, tu sais, avec les sages-femmes, ce qui est différent, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un dans la chambre. Tu sais, il y a tout le temps une sage-femme qui est là ou presque. Versus, tu sais, dans les milieux hospitaliers, des fois, il y a une infirmière pour 2 patientes, 3 patientes en travail, ce qui ne devrait pas être, mais des fois, ça l'arrive. Puis, fait que c'est rassurant qu'il y ait comme une écoute du cœur en continu, comme ça, c'est une façon de gérer. Euh, Fait après ça, ben, c'est sûr que si vous refusez en milieu hospitalier, mon expérience à moi, c'est que vous devez signer un refus de traitement. Ouais. Ouais. Puis c'est souvent, tu sais, on va tenter de vous faire peur avec ça et tout ça, tu sais. Puis je pense que c'est pas un choix à prendre à la légère. Je pense qu'il faut comprendre les avantages, les désavantages, tu sais, avoir une bonne discussion avec son professionnel de la santé, mais après ça, au final, le choix vous revient, tu sais. Puis si c'est quelque chose que vous voulez pas absolument, puis ça vous tente pas de vous battre, ben ayez un suivi sage-femme peut-être, tu sais, qui, eux, fonctionnent comme ça d'emblée.
Ouais. Oui, puis tu sais, j'ai fait un épisode là, de Démystifions le monitoring, advenant que tu nous écoutes puis tu veux en savoir plus sur ce sujet-là spécifiquement pour faire peut-être ton choix. Mais moi, ce qui me fait un peu grincer des dents, tu sais, c'est que c'est un outil qui a jamais été standardisé et que les dernières études qui ont sorti en 2023 sur le monitoring en continu, c'est qu'il y a un taux de 99% de faux positifs de détresse fétale. Fait que moi, ça me vire à l'envers de constater qu'on évalue et qu'on juge d'une fréquence cardiaque ou qu'on juge de l'état de bébé à travers une machine qui est autant peu certaine. Fait que Ouais. versus tous les inconvénients qu'elle amène dans le manque de mobilité, dans le stress que ça peut emmener, le bip-bip et tout ça. Fait que juste, si vous, ça vous rassure d'avoir le monitoring en continu, go for it. Mais si tu sens que c'est pas aligné, que ça te nuit, que, tu sais, moi, j'ai une maman qui avait déjà dit, ben, on va l'installer, je vais voir, puis tu sais, si je trouve ça dérangeant, on l'enlève, puis après 5 minutes, elle était comme, ben non, c'est sûr que non, là, genre, tu m'enlèves ça, puis... Fait que tout ça pour dire que je veux que vous sachiez que vous avez toujours le choix. Peu importe ce qui est nommé. L'infirmière, elle est dans l'obligation de vous donner un moniteur en continu, mais vous n'êtes pas dans l'obligation d'accepter. Ouais. Petite nuance sur ça. Mais oui, vas-y sur les autres interventions là, qui peuvent être plus proposées en Ben, aval. j'irai pas autant en détail parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Oui, non, non, mais tu peux Tu sais, quelques-unes. on va vous proposer une voie veineuse. Tu sais, par rapport à l'épidural, je l'ai déjà dit tantôt, mais c'est pas obligatoire. Je sais qu'il y a encore malheureusement des professionnels de la santé qui vont obliger ou proposer fortement l'épidural, mais il n'y a aucune recommandation ni de la SOGC ni d'aucune autre organisation de santé qui vont en ce sens. Après ça, tu sais, c'est toujours, comme tu as dit tantôt, Émilie, que revient à toi, tu sais, est-ce que moi, ça me rassure d'avoir déjà, mettons, un cathéter d'épidural juste parce que ça ne me tente pas de revivre une césarienne si jamais je dois aller en césarienne sous anesthésie générale. Je sais que c'est déjà là, puis ça me rassure, ben fine. Mais comme, ou tu sais, je suis souffrante, puis j'en peux plus, puis je suis rendue là dans mon parcours, puis j'ai envie d'avoir une épidurale, go, tu sais. Fait que toutes les choses qu'on va vous proposer, c'est d'aller voir à l'intérieur comment vous vous sentez par rapport à ça, puis après ça, de voir qu'est-ce qui vous parle, tu sais. Puis si vous avez une accompagnante à la naissance, ben, vous pouvez brainstormer ensemble, voir justement c'est quoi les pour, les contre, tu sais, puis, ou sinon même poser des questions, n'hésitez pas. Moi, je dis tout le temps, on s'en fout, là, tu sais, que vous posez des questions, les gens sont là pour répondre. Puis si vous dérangez, ben, on s'en fout parce que c'est comme vous, ça va vous marquer pour le reste de votre vie. Puis, tu sais, les gens qui sont là, se rappelleront plus de vous la semaine prochaine. Oui, c'est ça, eux, c'est leur mercredi matin, là, puis toi, c'est ton expérience d'enfantement, là, c'est grand, là. Ouais, exact. Ouais. Puis, une chose que tu as parlé aussi là, tantôt en début, là, puis j'ai envie de terminer là-dessus sur des fois la peur justement de revivre la césarienne. Donc, ce que j'en comprends, c'est que même si on a un projet d'AVAC, c'est que c'est toujours bon de se faire un souhait ou d'élaborer nos souhaits pour une expérience de césarienne plus douce. À 3000%. Veux-tu nous C'est dire quelques mots là-dessus là, pour terminer? ouais, c'est dans mon top, 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 top des choses à faire quand on se prépare à vivre un AVAC. Parce que, comme j'ai dit, tu sais, ça vient avec son lot d'émotions, ça vient avec... déjà là, tu sais, le but de tenter un AVAC, c'est de compléter son AVAC. Mais là, dans une optique où on finit par aller en césarienne, je pense que c'est important de savoir qu'on a des options possibles, tu sais. Euh, Mettons que toi, à ta césarienne, tu avais les mains attachées puis ça t'a complètement traumatisé, ben cette fois-ci, tu pourrais demander d'avoir les mains détachées pour ne pas te sentir mal ou Mhm, tu prix. sais, pris. Euh, quelque chose qui revient très, très, très souvent, là, ça me fend le cœur chaque fois, mais c'est que les mamans, ils ont perdu un peu la notion de la réalité, puis ils se sont sentis un peu étourdis, complètement altérés, puis qui n'ont pas pu profiter de la naissance de leur bébé parce qu'on leur a donné des calmants. Mais tu sais, c'est pas Mhm. quelque chose qui est obligatoire. Tu sais, oui, ça a des bienfaits, des fois, les calmants pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est pas nécessaire, tu sais, ou c'est pas souhaité.
Fait que c'est quelque chose qu'on peut aussi demander. Euh, j'ai enregistré un épisode de podcast dernièrement avec une maman qui n'a pas complété son avant 3C, donc après 3 césariennes. Puis pour elle, d'avoir son bébé sur elle tout de suite à la naissance, c'était comme, elle avait jamais vécu ça, tu sais. Puis là, c'était quelque chose qui était hyper important pour elle. Fait que c'est quelque chose que l'équipe médicale a mis en place pour rendre cette césarienne-là spéciale, tu sais, puis la rendre plus magique, plus humaine. Donc, la maman, elle a eu tout de suite son bébé sur elle. Après ça, tu sais, de la petite musique douce pendant la césarienne. Le fait aussi d'avoir des photos, là, c'est rendu quasiment un running gag parce que dans chacun de mes cours, je parle de ça, tu sais, justement, des souhaits qu'on peut demander en césarienne pour que ce soit plus humain. Puis j'accompagne les parents à bien s'y préparer. Puis je me mets tout le temps à pleurer parce que je dis tout le temps que je donnerais tout ce que j'ai pour avoir une seule photo, tu sais, de ma césarienne ou, tu sais, de mon bébé à sa naissance, là, parce que les seules photos que j'ai, c'est comme plusieurs heures après la naissance, quand on a finalement, Hmm. on s'est déposé. Fait que, tu Ouais. sais, ça change tout, là, tu sais, puis on veut que si jamais ça finit en césarienne, ce soit la plus belle, la plus douce de césarienne, tu sais, puis que ce soit une césarienne qui va venir peut-être guérir la précédente. Je sais pas si, tu sais, Mhm. parce que quand on a eu une expérience négative de césarienne la première fois, puis que finalement on ne complète pas notre AVAC, mais c'est possible de vivre quand même une expérience positive. Totalement. Puis Totalement. 99% du temps, quand c'est notre première césarienne, on n'était pas pantoute préparé à ça, puis on savait pas qu'on avait des choix possibles, puis on n'avait même pas envisagé la possibilité que ça se pouvait qu'on aille en césarienne, là. Fait que, tu sais, la deuxième fois, on veut pas faire la même chose, on veut être préparé, puis euh, c'est ça, avoir abordé aussi cette éventualité-là, connaître aussi nos limites par rapport à notre travail aussi, c'est quand même important. Fait que, tu sais, comme par exemple, une maman qui a eu du pitocin, mettons, à son premier, puis ça l'a complètement Ce qui monte traumatisé. en moi, ah oui, excuse. Ah, vas-y. Non, excuse, il y a eu un bug, je te voyais plus, puis là j'ai arrêté, puis là t'as continué, mais je vais rapper ça. Vas-y, continue, t'as dit qu'il y a une maman qui a. Ouais, il y a une maman qui avait, mettons, eu du pitocin, puis elle avait dit, hey, moi, là, j'en veux plus de pitocin jamais de la vie, là, ça m'a traumatisée, puis ça a fait en sorte que le cœur du bébé décélérait, puis là, ça a été la catastrophe, puis là, ça a fini en césarienne, fait que moi, cette fois-ci, j'en veux pas de pitocin, là, il n'y en a pas question. Fait que, tu sais, advenant qu'on se rend à ce scénario-là, ben, je préfère aller en césarienne, tu sais, fait que à n'importe quel Hmm. moment, on a le droit de dire, hey, moi, là, j'ai atteint ma limite, on va en césarienne. Puis, tu sais, je préfère avoir une belle césarienne en cours de travail que de m'acharner sur quelque chose que je veux pas vivre. Tu sais. Fait que c'est toutes des questions, des choses qu'on travaille ensemble quand je prépare des mamans, mais en même temps, tu sais, ceux qui nous écoutent peuvent aussi faire cette réflexion-là, puis de voir justement tu sais, à quel moment ça serait dépasser mes limites. Puis il y Ouais, en a d'autres qui vont dire hey, moi, je suis prête à tout essayer, je veux tout faire, puis je ouais, veux avoir le sentiment que j'ai tout fait pour vivre mon AVAC là, le mieux possible, puis tout ça. Fait que, ouais, vraiment. Puis tu sais, ce que tu nommes, c'est que ça ramène au pouvoir décisionnel. tellement. Puis c'est Malika que tu as reçu, le Malika Bonaparte, elle le dit souvent que les traumas de naissance sont souvent liés avec une perte de contrôle. Tu sais, Mhm. elle n'utilise pas le terme contrôle, mais en tout cas, vous comprenez, là, tu sais, L'impuissance, l'impuissance, c'est ça. ouais. Fait que, tu sais, de reprendre ce pouvoir-là, de redevenir maître de la situation, puis de nous-mêmes prendre des décisions, ça change tout dans l'accouchement, ça Mhm. change tout dans le processus. Ouais. Ouais. Puis d'oser demander. Tu sais, même si on n'est pas sûr qu'ils vont accepter telle ou telle affaire, s'ils se le font demander plusieurs fois par différentes mamans, ben, tu sais, peut-être que là, une moment donné, ils vont faire comme ah, ben, tu sais, on pourrait essayer telle affaire. Ou, tu sais, moi, ce qui me vient en tête, c'est vraiment les photographes en salle d'op. Tu sais. Mhm. C'est majoritairement tout le temps refusé, là. Ça se voit quelquefois. Euh,
tu sais, j'ai Noémie là, en tête à Granby qui a été trois reprises, si je me trompe pas, acceptée en salle d'op pour les photos. Parce que c'est tout autant important de documenter. Tu sais, ça fait partie de l'histoire de ce bébé-là, de cette maman-là, de cette famille-là. C'est tout autant sacré, tu sais. Fait que je comprends pas pourquoi on dirait que ça empire, là, le genre de coupure, là, puis le... C'est ça. Bref, fait que de demander. Le pire qui va arriver, c'est qu'on vous dit non. Ouais, Mais exact. demandez. Ouais. J'aimerais ça peut-être aborder, on en a parlé brièvement, là, c'était comme ça faisait partie des choses que j'avais le goût de vous partager. Le rendez-vous qu'on a là, tu sais, avec le gynécologue, puis tout ça, souvent, il va y avoir un calcul là, qui calcule les pourcentages de chances que vous avez de compléter votre AVAC, là. Fait que, il y a tellement de mythes par rapport à ça, puis je pense que il y a beaucoup de femmes qui prennent ça pour du cash. Hmm. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ces fameux calculateurs-là, puis on se rend compte souvent qu'ils se trompent, surtout quand on parle Surprise! de stagnation de travail, parce que souvent, c'est une Hmm. des affaires qui fait perdre le plus de points dans les calculateurs d'AVAC, mais comme quand on regarde les stats par rapport à ça, ben souvent, ils se sont trompés. Fait que c'est ça. Puis euh, souvent, ça décourage les mamans plus que d'autres choses. Fait que tu sais, si ça ne vous intéresse pas de le savoir, vous avez le droit de demander de ne pas le savoir. Puis après ça, ben il faut prendre ça à la légère, là. Déjà, là, il faut partir avec l'idée qu'il y a 30% des femmes qui vont avoir une césarienne, peu importe. Fait qu'on part le calcul à 70%. Mhm. Fait que, mettons que tu as 65% de chance de compléter ton AVAC, là, c'est énorme parce que Sur n'importe quelle 70. femme, ouais, c'est ça, c'est sur 70, tu sais. Ouais. Puis après ça, ben, comme, c'est fou, là, le nombre de femmes qui sont sorties du bureau du gynéco en disant ah, j'ai juste 30% de chance de compléter mon AVAC, mais que finalement, ils complètent leur AVAC les deux doigts dans le nez. Hmm. Euh, la, un des affaires qui va impacter le plus l'issue de cette affaire-là, c'est la motivation de la personne enceinte. Mhm. Puis ça, ils le mettent pas dans le calcul, je gage. Non, non, c'est ça, Ouais. malheureusement. Puis C'est de c'est calculer l'incalculable. ça, tu sais, il y a tellement de facteurs qui vont venir influencer un enfantement, un accouchement que il y a personne qui a une boule de cristal, tu sais, pour dire comment ça va se passer. Puis, tu sais, on prend souvent pas en contexte l'accouchement précédent, tu sais, comme on parlait tantôt du déclenchement. Tu sais, le Mhm. bébé qui passe pas, mais comme après ça, on lit les trucs, puis c'est comme, ah, le bébé, il avait la tête à 5 litres. Comme Hmm. à 5 litres, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est comme la tête est vraiment mal placée, là. C'est comme Ouais. rentrer un Être de ovale dans travers, un là. cercle, là, tu sais. Ouais. C'est comme c'est normal que ça passe pas, là, tu sais, c'est pas le corps de la maman qui est brisé, là, c'est comme il y a quelque chose dans la C'est mécanique ça. qui a moins bien fonctionné, tu sais, mais Ouais. les chances que ça se reproduise sont vraiment ultra minces, là, tu sais, puis à la limite, on peut travailler en ce sens pour que le bébé se place bien, puis tout ça. Même chose, tu sais, avec des bébés en postérieur, il y a tellement de femmes qui vont avoir des césariennes à cause que le bébé est en postérieur, mais finalement, tu sais, bon, si on avait mobilisé la maman, tu sais, si on avait fait plein de choses, peut-être que ça se serait passé différemment. En tout cas, tout ça pour dire que Hmm. ce rendez-vous-là, tu sais, il faut le prendre un peu avec un grain de sel, tout, puis ne pas avoir peur de poser des questions aussi, comme tu disais, Émilie, tu sais, d'aller plus loin que qu'est-ce qu'on nous dit, tu sais, ou juste se repartir puis faire comme, OK, c'est parfait, tu sais, je vais en discuter avec mon médecin peut-être parce que souvent, ça va être un autre médecin que notre médecin de suivi si on n'est pas suivi en gynéco. Même Mhm. chose si on a un suivi sage-femme, fait que d'en reparler avec votre douleur, tu sais, puis de venir comme, parce que on sait, je sais très bien que l'état d'esprit de la femme en fin de grossesse va tellement impacter le fait que son accouchement va commencer ou pas, puis que dans quel état ça va partir, cette affaire-là. Que comme préserver l'état émotionnel de la maman, c'est une des affaires les plus importantes pour moi. Hmm, vraiment. Puis d'aller à ce rendez-vous-là, puis de tout prendre ça comme à la lettre, puis de même il y a des mamans qui vont dire ah, moi je tente pas la vac parce que j'ai juste comme 30% de chance de compléter mon AVAC. C'est Hmm. fou, là. Ouais. La femme, surtout en fin de grossesse, puis durant toute la grossesse, est tellement poreuse que
C'est constamment face à du négatif, puis des faibles pourcentages, puis des risques, puis c'est comme, mais pourquoi je m'embarque là-dedans quand ça peut juste être planifié, tout ça, tu sais? Hmm. C'est Mais ça, ouais. c'est fou. Puis, comme je disais dans mon podcast, je reçois tellement de mamans que c'est ça qui a été le plus dur pour eux. Tout le parcours de la grossesse jusqu'à l'accouchement, Hmm. parce qu'ils se sont tellement fait quasiment rentrer dans le fond de la gorge de la césarienne à chaque rendez-vous parce que c'était. Ouais. Puis juste parler des risques tout le temps, puis d'être tout le temps dans le découragement, tu sais, Ouais. le La conf- gaslight, là. la confiance en général dans le corps de la femme qui enfante est tellement fragile et elle est absente en AVAC presque, là, de la part du personnel Tu sais, médical. c'est pas pour vous décourager, là. Comme j'ai dit au début, j'en connais full médecins, là, Hmm. extraordinaires, là, super pro AVAC. Oui, qui vont faire leur job de médecin, hein, parce que tous les médecins, ils ont une responsabilité de nommer les risques, de parler des risques, de s'assurer que la femme fait un choix éclairé, puis tout ça. Mais comme une fois que les risques sont nommés, puis que la femme a pris sa décision, ben on va l'accompagner là-dedans, puis on va la Ouais. soutenir, puis tout ça. Ouais. On va croire en sa capacité de faire un réel choix, tu sais. Exactement. Ouais. Pour terminer, si il y a une femme qui nous écoute puis qui a envie de tenter la vac, là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette femme-là? Fais-toi confiance. Booste ta Hmm. confiance. Tu sais, la confiance, je pense que c'est une des choses les plus importantes parce que quand on tente la vague, ça vient avec du jugement. Ça vient avec du jugement, oui, des professionnels de la santé, mais aussi des gens autour de nous, tu sais, parce que il n'y a pas si longtemps, c'était césarienne un jour, césarienne toujours, puis il y a encore Ouais. ça qui est très ancré dans notre société. Même que souvent, il y a des gens qui savent même pas que c'est possible de tenter un AVAC, là. Hmm. Donc, souvent, on va juger nos choix, on va nous confronter à, oh mon Dieu, tu sais, t'as pas peur, tu sais, puis on va parler du risque de rupture utérine, puis tout ça. Fait que je pense que c'est vraiment super important d'avoir confiance en soi, confiance en notre projet, de faire un choix par conviction, puis non par peur aussi. Puis de bien se préparer, je pense que c'est ça que j'aurais à dire. De bien vous faire accompagner, ça je l'ai déjà dit aussi. De venir travailler avec moi. Oui! Ben c'est ça. Fait que toi, dans le fond, dans le descriptif du podcast, je vais mettre tes réseaux sociaux parce que tu es tellement généreuse dans les infos que tu donnes. Tu as différentes cohortes, justement, en virtuel pour accompagner les parents et bien entendu, ben, ton offre d'accompagnement là, En en présentiel, présentiel. Fait que, puis je vais mettre aussi le lien de ton podcast parce que c'est quand même très riche là, au niveau des différents récits d'AVAC. Euh, j'ai reçu plein de professionnels de la santé. Tu sais, c'est ouais. vraiment un podcast où il y a énormément d'informations. Euh, c'est ça. Moi, j'accompagne les naissances sur la rive sud de Montréal, mais comme mon horaire se book comme dès le test positif quasiment. Là. Oui, mais oui, là, en ce moment, on enregistre, on est le 18 novembre, puis tu sais, j'ai vu en story, tu mets les nouvelles mamans, puis t'es quand même Ouais, j'ai loadé, là, déjà. 2026, là. Ouais, j'ai plus beaucoup de place en 2026 déjà, mais comme il me reste quelques places. Mais ouais, c'est ça, ça se book relativement rapidement. C'est pour ça que j'ai envie justement d'offrir d'autres façons de travailler avec moi en faisant justement les cours de préparation à la vac, tu sais, des Mhm. webinaires. J'ai un groupe aussi qui s'appelle AVAC Québec sur Facebook. Si jamais vous pouvez vous joindre au groupe AVAC Québec, puis sur ce groupe-là, il y a beaucoup d'échanges entre les mamans. Euh, il y a des mamans qui Cool. vont partager leurs informations, leurs récits, puis tout ça. Donc, ça peut Ouais, être aussi je vais le intéressant. mettre en descriptif aussi. Merci tellement d'avoir pris ce temps-là avec moi, Caroline. Très, très riche, full contente de tous les sujets qu'on a abordés. Euh, voilà, merci beaucoup. Merci. Puis nous, on se retrouve dans un prochain épisode.